Bonjour, bonsoir, selon l'heure à laquelle mon direct va vous trouver. Je fais ce direct de façon très spontanée. Je n'avais pas l'intention de le faire. Mais vu que je trouve que la nécessité se fait, je vais le faire ce matin. Qu'importe si beaucoup de personnes ne sont pas connectées, vous pourriez écouter le direct plus tard. Je vous prie de partager le direct, partagez vraiment ce direct parce que ce sera un direct très instructif, un direct qui peut sauver des vies. Je vais d'abord vérifier si vous m'entendez. Pendant ce temps, ceux qui sont déjà là, je vous prie de partager le direct. Bonjour, bonsoir pour ceux qui sont déjà connectés. Je ne sais pas si vous m'entendez. J'essaye de vérifier si... Voilà, je vois deux personnes connectées là. Est-ce que vous m'entendez, s'il vous plaît? Dites-moi en commentaire si vous m'entendez. Je vais épingler le thème du direct. C'est ni plus ni moins que le cas de Gabriel Nandjip, le cas de son décès, malheureusement, paix à son âme. Mais on pourrait tirer des leçons de cette situation. Je vais... Voilà, il y a quelqu'un qui est connecté, il dit qu'il me suit. Je sais pas, je vais épingler le commentaire. Voilà, je vais épingler ce commentaire. En fait, je vais faire cette vidéo parce que vous voyez un peu, lorsque quelqu'un décède comme ça là, une jeune personne décède comme ça, Gabriel Nandjip, même si vous ne le suiviez pas, même si vous n'étiez pas son ami, même si vous ne l'appréciez pas, lorsqu'une tragédie pareille arrive, on a mal. Tous les jeunes ont mal, tous les jeunes sont au sol comme on dit chez nous. On se pose des questions, on se demande pourquoi Seigneur, pourquoi c'est arrivé. On se jette les torts, on s'attribue les torts, on accuse le gouvernement, on parle des routes qui sont mal faites, on parle des envieux, des jaloux et tout ce que ça peut comporter. Mais on omet de se poser les vraies questions. Parce que depuis que ça tourne sur la toile, je ne vois vraiment personne poser la question de savoir de comment l'accident s'est déroulé. Comment est-ce que l'accident est survenu? Comment ça s'est passé? Était-il à vive allure? Était-il en état d'ébriété? Était-il, je sais pas, on accuse les routes. Bon, en attendant que vous partagiez le direct, on va d'abord écouter une chanson d'un Camerounais, Black Rogers. On va d'abord écouter sa chanson. C'est une chanson que ma grand-mère me faisait écouter quand j'étais petite. Et je vais vous faire écouter cette chanson-là. Si vous êtes Camerounais, vous connaissez la chanson en question. Faites d'abord un tour de partage. Comme j'ai dit, ce sera un direct très instructif. Un direct qui pourrait sauver des vies. C'est important parce qu'on a encore un problème de premier geste. Un problème des gestes de premier secours. Ça peut vraiment aider les personnes. Ça peut sauver des vies. À pied ou à moto, mes frères, soyez prudents tous les jours. Donc voilà, on a un peu écouté la chanson et le papa qui chante Black Rogers, il fait vraiment le résumé de tout ce qui concerne la route dans sa chanson. Il a tout dit dans sa chanson, comme on dit souvent. Le monsieur a tout dit dans sa chanson. La route
nous sert à nous développer. La route aide à faire nos business, à mieux communiquer entre nous. La route n'est pas là pour nous tuer. Alors, ça fait très mal quand on voit un jeune partir de cette façon. Ce n'est ni le premier ni le dernier, hein. Mais il y a quelque chose qui me fait sortir et qui me demande de faire cette vidéo. C'est une dame, je vais vous lire son commentaire, j'ai fait la capture. Je vais vous lire le commentaire qui me fait sortir et me dire que nous avons encore besoin de connaissances dans ce domaine-là. Nous avons besoin d'instaurer les cours de premier secours. Nous avons besoin de beaucoup de choses. D'abord, les cours de premier secours. Parce que ça ne sert à rien de commencer à indexer le gouvernement. Oui, le gouvernement a peut-être sa part de responsabilité, mais nous devons d'abord nous protéger. Chacun doit protéger sa propre vie. Et pour protéger sa vie, il y a des gestes, il y a de petits gestes qui sauvent toute une nation. Et comme moi je dis souvent, aucun plan Marshall ne va sauver l'Afrique. Aucun plan d'ajustement structurel ne va développer l'Afrique. L'Afrique va se développer quand on va se décider à faire la base. La base, c'est la sensibilisation des consciences. La base, c'est l'éducation des mœurs. Tant qu'on ne va pas conscientiser, tant qu'on ne va pas sensibiliser les mentalités, rien ne va changer. Peu importe, devenez pays pauvre, extra sur hyper endetté, ça ne va rien changer tant qu'on ne va pas changer nos mentalités. Parce que ça part de là, ça part de la mentalité. C'est de là que tout part. Tout le monde est responsable. Quand le chaos arrive dans une nation, on ne doit pas s'indexer. On doit prendre des mesures adéquates pour que cela n'arrive plus. Puisque lorsqu'un jeune meurt comme ça, là, on a mal. On a mal, on aimerait bien faire quelque chose, mais qu'est-ce qu'on peut bien faire? Alors, il faut sensibiliser, il faut éduquer les personnes, il faut éduquer les populations. Donc, je vais lire d'abord ce que la dame a écrit. Je cherche la capture. Elle a dit ceci, elle a dit: comment 15 personnes peuvent avoir accès à un accidenté grave? C'est le rôle des pompiers, autant pour moi. L'Afrique a encore beaucoup à apprendre sur les premiers gestes de secours. Je vais lui dire non, c'est très très faux. Ce n'est pas aux pompiers de venir enlever les accidentés de la voiture. C'est très très erroné. Si dans un pays comme le Cameroun, où les services des pompiers peut-être ne sont pas développés, ou si nous sommes dans un village enclavé et qu'il n'y a pas les pompiers dans les parages, que faites-vous? On apprend les gestes de premier secours avant de passer le permis de conduire. Avant de passer le permis de conduire, c'est une condition pour commencer les cours d'auto. Si vous n'avez pas passé les cours de premier secours sur la route en cas d'accident, vous ne commencez pas vos cours d'auto. Vous ne commencez pas à apprendre le code de la route. C'est sine qua non, c'est pas négociable. Et pendant ces gestes-là, oui, voilà les étapes. Il y a plusieurs étapes à faire avant d'appeler les pompiers. On ne commence pas seulement à appeler les sapeurs-pompiers. Je vais vous laisser des liens où vous pourrez vous-même vérifier la véracité de mes propos. Lorsqu'il y a un accident, d'abord, vous sécurisez les accidentés. Vous sécurisez les blessés. Donc, vous avez le droit de faire tout ce qui est en votre possibilité pour sauver les personnes. Si ça se passe mal, que les personnes perdent la vie, vous auriez essayé. C'est délicat certes, mais vous avez ce droit-là. Vous avez le droit d'essayer. Mais alors, il faut, chaque personne, chaque citoyen doit apprendre les gestes de premier secours pour que lorsqu'il y a accident en route, chacun soit capable de sauver son prochain. Ce n'est pas seulement lors des accidents, même lors des AVC, même lors des arrêts cardiaques, même lors de perte de connaissance. Les gens généralement ne savent pas comment s'y prendre en Afrique. Même ici, mais beaucoup plus en Afrique. Les personnes présentes ne savent pas comment s'y prendre et les gens nous perdent la vue sous nos yeux impuissants.
Donc, c'est important d'apprendre les gestes de premier secours. Je vais vérifier si je m'entends. Je vais un peu vérifier si je m'entends sur Facebook. J'essaye de vérifier. Tout ce qui concerne la route dans ce Partagez alors le direct pour que beaucoup de personnes puissent en profiter. Donc, voilà. Lorsque vous, avant de passer, j'étais à quel niveau? Au niveau de l'accident. Lorsque vous arrivez en route et vous risquez une peine, vous risquez des peines graves. Même si vous allez à un entretien d'embauche, même si vous avez un truc important à faire et que vous trouvez un accident sur la route, vous avez l'obligation de vous arrêter et de sauver les personnes. Vous n'allez pas vous justifier que non, j'avais un truc important à faire, j'avais mon entretien d'embauche. Jamais. Si on se rend compte que vous aviez été sur les lieux de l'accident et que vous n'avez pas sauvé les personnes, vous risquez d'avoir des problèmes parce que c'est un devoir de citoyen. Lorsque vous arrivez sur un lieu d'accident, première étape, vous sécurisez les accidentés. Ça signifie quoi? Ça signifie que vous éloignez tous les objets qui pourraient être dangereux pour l'accidenté. Vous enlevez s'il y a du feu, s'il y a des couteaux, des bouteilles qui se sont cassées lors de l'accident. Toutes ces choses qui pourraient être dangereuses pour les blessés, vous les éloignez. Vous avez ce droit-là. Maintenant, comment enlever un accidenté de la voiture? C'est très important. Comment enlever un accidenté de la voiture? Pas comme on était en train d'enlever notre frère Cabrel Nandjip. Là, c'est très dangereux. Et une dame a dit dans les commentaires que même elle étant personnel des sapeurs-pompiers ou alors personnel des premiers secours, elle n'aurait pas pu sauver Cabrel Nandjip ou alors elle n'aurait pas pu l'enlever de la voiture vu son gabarit. Erreur, parce que lorsqu'on fait les cours de premier secours, on apprend cela, comment enlever les personnes de la voiture en toute sécurité, bien qu'elles soient de fort gabarit. Alors, comment ça se passe? Partagez le direct. Ça ne sert à rien de regarder le direct avec 4 personnes et après, il y a des choses, les gestes manquent. Partagez le direct, c'est un direct très très instructif. Lorsque vous arrivez sur un lieu d'accident et que vous voulez enlever la personne de la voiture, même si elle est de fort gabarit, il y a des gestes adaptés. Alors, vous prenez vos 2 bras, vous maintenez la personne, vous essayez de coller le dos de la personne contre votre poitrine. Et maintenant, vous passez vos 2 mains sous ses aisselles. Vous passez vos 2 mains sous ses aisselles. Vous croisez les bras. Vous faites ça. Vous faites ça pour bloquer, pour que vos mains soient en sécurité et que vos mains ne puissent pas lâcher. C'est important. Donc, vous bloquez là pour que vos mains ne puissent pas lâcher. Vous le tenez sous la poitrine. Le buste droit, donc il est collé à vous comme ça. Et maintenant, vous tenez fort et vous reculez doucement, doucement. Ce sont juste ces pieds qui traînent au sol. Même si ces pieds tapent au sol, ce n'est pas très grave. Du moment où vous avez déjà sécurisé les voies respiratoires, les voies qui arrivent au cœur. Parce que généralement, lorsqu'il y a des accidents, les gens meurent par étouffement. Les gens meurent par étouffement. Les gens font des comas, les gens perdent connaissance. Et c'est ça qui peut les amener. Si peut-être le cœur a arrêté de battre, si le massage cardiaque n'est pas fait à l'immédiat, la personne peut perdre la vie. Donc, vous sécurisez les voies respiratoires en le maintenant, le buste droit. Et les bras sous ses aisselles, les bras bloqués. Vous tenez fort et vous reculez doucement, doucement. Et vous le couchez sur le dos. Après l'avoir couché sur le dos, vous allez respirer, vous allez vérifier son pouls. Vous allez vérifier son pouls sur la main. Vous allez vérifier s'il respire encore. De 2 choses l'une. Si la personne respire encore,
Ça ne sert à rien de mettre vos mains dans sa bouche pour soi-disant enlever la langue pour que la personne n'avale pas la langue. On n'avale pas la langue. Renseignez-vous. On n'avale pas la langue. La langue est un organe collé sur les mâchoires. On ne saurait l'avaler. Ce qui se passe, c'est que lorsque il y a accident, peut-être la personne est couchée, les mâchoires s'affaissent, ça baisse, et la langue aussi s'abaisse. Et par conséquent, la langue peut boucher la gorge, peut boucher les voies respiratoires, et la personne arrête de respirer. C'est ça le problème en général. Et ça ne sert à rien de mettre les mains dans la bouche pour enlever la langue de la bouche de quelqu'un. On n'avale pas la langue. Ce que vous devez faire, c'est que si la personne si la personne respire, vous allez la coucher sur le côté. Sur le côté. Un pied, vous allez faire ceci. Oui, envoyez-moi les likes et les cœurs, s'il vous plaît, pour que je sache que vous êtes là. Pour que je sache que je ne parle pas seul. Envoyez-moi des likes, des cœurs. Donc, le pied d'en bas sera droit et le pied d'en haut sera plié, le genou ramené vers la poitrine. Et la personne est couchée sur le côté, sur la latérale. Et la bouche vers le menton. Ça, avec cette position-là, personne ne peut avaler la langue. Avec cette position-là, vous libérez les voies respiratoires, vous libérez la gorge. La langue va bien pendre et la personne ne risque pas de s'étouffer. Maintenant, si la personne ne respire plus, si vous avez appelé la personne, vous devez d'abord tapoter la personne. Si vous êtes plusieurs, pendant que vous faites ces gestes-là, une personne appelle déjà les pompiers. Mais si vous êtes seul, vous allez vous arranger, mais généralement, on conseille de d'abord essayer de sécuriser la personne, puis appeler les pompiers. Pendant que vous attendez les pompiers, vous faites votre possible pour sauver la personne en attendant que les pompiers viennent prendre la relève. Donc, lorsque la personne ne respire plus, vous avez le droit de faire un massage cardiaque. Les personnes qui disent que vous devez attendre les pompiers, la mentent. C'est faux. Vous avez le droit de pratiquer un massage cardiaque. Et pour bien pratiquer un massage cardiaque, on doit l'avoir appris. Et ça s'apprend pendant les cours de premier secours. C'est-à-dire que vous allez croiser vos bras, vos mains de cette façon-ci-là. Vous posez les talons de main, les talons des mains sur sa poitrine, au bas de sa poitrine. Et vous faites environ 100 massages par minute, très vite. Donc vous faites 2 fois. Tap, 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 comme vous voyez dans les films. Tap, tap, papam, tap, 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 100 fois par minute, très rapidement. La personne doit pouvoir se réanimer, recommencer à respirer. Si vous êtes plusieurs et que vous êtes dans un pays développé, il y a des débriefilateurs dans les coins de rue, il y a les endroits. Certaines personnes peuvent même avoir ça dans leur voiture. Donc, la personne avec qui vous êtes va se charger d'aller chercher le débriefilateur. Et vous allez continuer le massage cardiaque en attendant l'arrivée des secours. Vous avez le droit d'effectuer ces gestes-là. N'ayez pas peur en disant que non, il peut mourir entre mes mains. S'il meurt entre vos bras, c'est que c'était le destin. Mais votre devoir, c'est d'essayer de sauver la personne et vous en avez le droit. Vous en avez le droit. N'ayez même pas peur. Ce que vous devez faire, c'est apprendre ces gestes-là. C'est très, très important. Parce que même lors d'un AVC, la moindre seconde compte. La moindre seconde compte. Une seconde peut être déterminante pour sauver la vie de quelqu'un. Donc, ça, c'était la partie premier geste. Maintenant, la deuxième partie. C'est la partie la plus délicate que je vais aborder. C'est la partie la plus délicate parce que
Certains peut-être vont être choqués de mes propos. Mes propos ne seront juste que dans la lancée de sauver une vie. Beaucoup accusent le gouvernement. Beaucoup disent c'est les routes. Ce sont les routes. Moi, je ne connais pas Douala et je ne saurais vraiment me prononcer sur l'accident parce qu'on ne nous a pas donné les détails de l'accident. Mais je voudrais attirer l'attention des Camerounais sur certains détails importants. Vos influenceurs doivent apprendre à vous dire la vérité. Vos influenceurs ne devraient pas se limiter seulement à vous présenter les habits, les tenues, les coiffures, leurs grosses voitures. Vos influenceurs qui voyagent en Europe ou qui vivent en Europe devraient vous aider à vous instruire, devraient vous aider à avoir de bonnes informations. Parce que quand j'entends les gens dire la route nationale, la nationale numéro 3, les routes sont étroites. Une route nationale n'a jamais été large. Les routes nationales sont toujours étroites, même en Europe, même en Allemagne. Parce que l'Allemagne, c'est un pays qui est très bien desservi en termes de routes. Les routes sont larges en Allemagne. Mais lorsqu'on parle de routes nationales, en Allemagne, on les appelle les Landstraße. S'il y a des gens qui vivent en Allemagne dans les commentaires, dites-nous, venez témoigner. Je n'ai pas la science infuse, mais je dis ce que je sais à mon niveau. Une route nationale n'a jamais été grande. Les routes nationales sont petites. Même en Allemagne, lorsque vous conduisez, et les routes nationales sont généralement très mal situées. À gauche, vous avez le ravin. À droite, vous avez les ravins et la brousse. Donc, de telle sorte que si vous n'êtes pas concentré, si vous faites la moindre erreur, vous pouvez vous retrouver dans le ravin. Ce n'est pas des routes propres au Cameroun. Ce n'est pas une caractéristique de route propre au Cameroun. C'est comme ça. Moi-même, je me suis déjà posé la question. Pourquoi est-ce que les routes nationales sont aussi étroites? Parfois, vous êtes obligé de vous arrêter pour laisser passer le véhicule en sens inverse. Les routes nationales n'ont jamais été petites, que ce soit en Afrique, que ce soit en Europe. Je ne sais pas aux États-Unis. Je sais que les routes aux États-Unis sont comme des boulevards, mais les routes nationales sont des routes qui passent dans des villages, ça serpente là-bas en brousse. Généralement, on les prend pour éviter l'autoroute. Parce que l'autoroute, si vous n'êtes pas à même de rouler à une certaine vitesse, à vive allure, à 160, 180, 200 km/h, certaines personnes préfèrent prendre les nationales parce que sur la nationale, c'est généralement maximum 100 km/h. Donc, sur les nationales, c'est vraiment compliqué. Parce que les routes sur les nationales, il y a toujours la brousse à côté. C'est toujours dans les collines, dans les rochers. Vous voyez comment la route serpente comme ça. Les routes nationales n'ont jamais été pratiques, ni faciles, ni en Afrique, ni en Europe. Maintenant, les gens réclament les autoroutes. Est-ce que vous êtes vraiment sûr qu'avec l'autoroute, le problème sera résolu? Moi, je doute fort. Moi, je trouve que avec les autoroutes au Cameroun, là, les accidents vont se multiplier par 10. Parce que l'autoroute ne blague pas. L'autoroute ne blague pas. L'autoroute, c'est la mort. Déjà que la dernière fois que j'étais au Cameroun, sur l'autoroute qui va en Simalène, là, les gens traversent la route. Comme je dis, chaque personne doit être responsable avant d'accuser qui que ce soit. Avant d'accuser les aigris, les jaloux, le gouvernement, tout le monde est responsable. Tout le monde doit prendre ses responsabilités. Tout le monde doit faire le nécessaire pour sauver des vies, pour se sauver et pour sauver la vie des autres. Vous n'allez pas traverser la route sur l'autoroute. J'ai vu de mes propres yeux des gens traverser la route sur l'autoroute, sur l'axe lourd. Quand la voiture vient te prendre là, parce qu'une voiture qui a 160 km/h, 150 km/h, mon frère, ou bien il y a même les voitures qui sont à 180 km/h, on te ramasse là, on t'écrase, on te met en miettes. La personne parfois n'a même pas le temps de freiner.
Comment vous traversez la route sur l'autoroute, sur l'axe lourd? Sur l'axe lourd, vous voyez des vélos, des motos qui traversent sur l'axe lourd. C'est des dangers. C'est des dangers. Donc, imaginez-vous un peu qu'on construise au Cameroun des autoroutes ou une voie ou un sens à 4 voies, 3 voies, 4 voies. C'est-à-dire que sur une même, donc toutes les voitures vont dans la direction nord et il y a 3 et 4 voies. Moi, je crois que il y aurait plus d'accidents. Parce que nous ne sommes pas encore conscients. Parce que nous ne sommes pas suffisamment responsables. Parce que nous n'appliquons pas les gestes nécessaires pour sauver la vie. Et c'est le plus important. Comme le monsieur a dit dans la chanson, toi jeune chauffeur, beaucoup achètent la voiture avant de faire un permis de conduire. Beaucoup ne vont même pas à l'auto-école. Beaucoup, à peine une semaine de permis de conduire, prennent l'autoroute, prennent l'axe lourd. C'est très délicat. Prenez l'axe lourd quand vous venez fraîchement d'obtenir votre permis de conduire, juste quand c'est urgent, quand c'est une question de vie ou de mort. Parce que ce qu'on apprend sur le papier là, ce n'est pas le permis de conduire, hein? Ce n'est pas le code de la route là. Ce que vous apprenez sur le papier là, ce ne sont que des prérequis. La conduite s'apprend en route. La conduite s'apprend en route. C'est sur la route que tu vas choquer. C'est sur la route que tu vas voir des cas et des cas. Donc, il est conseillé, il est préférable de rouler au quartier d'abord. De tourner d'abord dans la ville, à proximité, rouler, maîtriser certaines petites choses avant de commencer à aller sur l'axe lourd. L'axe lourd ne blague pas. L'axe lourd ne blague pas. Non. Donc, si vous partez sur l'axe lourd sans maîtriser avec les camions, les grumiers, parce que moi j'ai dit que les premiers sorciers ou les sorciers de l'Europe, ce sont les conducteurs de camions. Ne croyez pas que c'est différent en Europe. Le seul problème, c'est que en Europe, on n'expose pas les corps. En Europe, on cache même les accidents pour ne pas paniquer la population. Donc, ne croyez pas que les accidents qui se produisent au Cameroun, là, c'est différent en Europe. Détrompez-vous. Si on vous dit le nombre d'accidents qu'il y a en Europe chaque année, vous n'allez pas croire. Il y a des accidents. Vous ne pouvez pas prendre l'autoroute un jour sans trouver au moins un accident en route. Jamais. Il y a des accidents en Europe. Qu'on ne vous trompe pas, qu'on ne vous dise pas que non, c'est parce que c'est le Cameroun, c'est parce que les routes sont mal desservies. Non. Dans un pays comme l'Allemagne, par exemple, le gouvernement allemand est tellement strict avec le permis de conduire, avec l'autoroute, avec le code de la route que normalement, il ne devrait pas avoir d'accident. Malgré les contraventions, malgré les punitions, malgré les amendes, malgré tout ce qu'il y a, il y a toujours des accidents. Donc, vous comprenez que c'est une histoire liée à l'être humain. C'est une histoire de l'être humain. Donc, imaginez-vous donc dans un pays où ce n'est pas aussi strict, où personne ne punit personne, ou alors où personne ne contrôle l'état d'ébriété, quelle quantité d'alcool vous avez bu. Imaginez-vous un peu. Normalement, sur une route nationale, j'ai entendu dire que le monsieur était en vive allure, à vive allure. Sur une route nationale, on ne roule pas à plus de 100 km/h. C'est moins. On ne roule pas avec une certaine vitesse sur une route nationale. Et comme je dis, là où les gouvernements en Afrique doivent prendre leurs responsabilités, c'est au niveau de la punition, au niveau des contraventions. Si tu conduis en état d'ivresse, on t'enlève le permis de conduire. Les Allemands ne blaguent pas. En Europe, on ne blague pas. Dès que on te prend en route, si tu as titubé, on te fait souffler, on voit le degré d'alcool. Si c'est élevé, on t'enlève le permis à l'instant. Et parfois, ça dure 1 an, 2 ans, 3 ans. On te renvoie au séminaire. Il y a des séminaires psychologiques, de psychologie, où on t'envoie, et c'est toi qui payes le séminaire là.
C'est 500, c'est 600, c'est 1000 euros en fonction du pays, en fonction des villes. Vous voyez un peu. Parce que l'avantage chez les Blancs, c'est la punition. Ce sont les amendes. Lorsqu'on va bien te punir pour que tu reprennes la voiture étant sous, ça ne sera pas facile. On va te dire que maman ou papa prend encore la voiture quand tu as bu un verre. Tu vas dire non, je ne bois plus. Vas dire que non, si je conduis, je ne bois plus. Parce que même ici en Europe, les Camerounais blaguent. On enlève les permis aux Camerounais, ils pensent qu'ils sont dans leur pays. On enlève les permis aux Africains parce qu'ils pensent qu'ils sont dans leur pays. Mais ici, ça ne blague pas. En Europe, ça ne blague pas. Ça ne blague pas du tout. On t'attrape, on prend d'abord ton permis. On te met même d'abord en cellule. Tu dors en cellule. Le lendemain, quand la boisson est finie sur toi, on cause maintenant là. On a pris ton permis. Tu tapes d'abord 1 an, 2 ans, parfois 3 ans sans permis de conduire. Certains même doivent recomposer le permis de conduire. Quand tu vas partir de là, dites-moi un peu, est-ce que tu vas encore boire? Non, tu ne vas plus boire. Quand tu vas boire, tu vas parquer ta voiture et tu vas appeler un taxi ou tu vas demander à un ami de te raccompagner. C'est ça la force de l'Europe. Ne croyez pas qu'il y a une trop grande différence. Non, il y a les accidents en Europe tous les jours. Tous les jours. Et l'avantage aussi en Europe, c'est que les secours arrivent très rapidement. Parfois, on n'a même pas besoin de les appeler. Moi, j'ai fait un accident dernièrement. Un accident très grave sur l'autoroute. Et je vous raconte un peu l'accident. Sur l'autoroute, ça ne rit pas. J'allais à 80 km/h. J'étais même pas à si vive allure que ça. Donc, pour vous dire, imaginez-vous quelqu'un qui roule à 162. À 160. Donc, vous volez. Vous volez. Et à la moindre inattention, c'est le choc total. C'est l'hécatombe. Moi, je roulais à 80. Et j'ai eu 1 minute. Donc, j'ai ignoré ce que le code de la route dit. J'ai ignoré ce que j'étais censé faire. On dit, quand tu fais le code de la route, dès le premier signe de fatigue, dès que tu bailles une fois, arrête ton véhicule et repose-toi. Si tu peux dormir, dors. Si tu peux boire une tasse de café, vas-y jusqu'à ce que tu te sentes en forme et capable de reprendre la route. Moi, je ne l'ai pas fait. Vous voyez, donc on dit, dès le signe, dès le premier signe de fatigue ou de sommeil, 1 seconde compte. 1 seconde compte. En 1 seconde, j'ai détruit ma voiture. En 1 seconde, j'avais détruit ma voiture. Parce que nous sommes à l'autoroute et je roulais à 80 km/h. Donc, j'ai cogné toutes les... Et c'était un endroit où on fait le Baustelle, donc où il y a les travaux. Donc, tu cognes, tu ramasses toutes les balises de la route, là, tu cognes le bord, bang! Heureusement, je n'ai pas fait tonneau. Heureusement, je n'ai pas fait tonneau. Mais l'avantage, c'est que quand je me suis arrêtée sur la baie d'urgence, d'abord, les voitures se sont arrêtées derrière moi pour venir se rassurer que je vais bien. C'est très important. C'est très important. Lorsque quelqu'un a un accident, même si vous avez quoi faire, vous vous arrêtez d'abord et vous allez voir si vous pouvez le sauver. Et aussi, pendant que j'étais en train de chercher le numéro, d'essayer d'appeler les secours, parce que j'avais eu une bosse, j'ai eu une grosse bosse sur la face, je me suis cogné la tête. J'ai eu un choc, mais j'étais quand même consciente et j'ai pu appeler les secours. Pendant que j'appelais les secours qui tardaient à localiser à avoir ma localisation, parce que dans l'étourdissement, la dame au téléphone me disait de lui envoyer ma localisation et j'étais un peu perdue. J'étais un peu perdue. J'ai eu un gros choc. Et pendant que j'étais placée là, la police de l'autoroute est passée. C'est ça l'avantage en Europe. Ce sont ces avantages-là en Europe que les gens n'ont pas en Afrique. Donc, la police de l'autoroute est arrivée
et est venue vers moi me demander ce qui se passe et tout. Je n'avais pas encore placé le triangle de sécurité, je n'avais pas encore mis ma veste. La police de l'autoroute m'a aidé à mettre ma veste, m'a aidé. Je vous assure que je savais même pas où, dans quel endroit se trouvait ma trousse d'urgence dans la voiture. Ce sont des choses qu'il faut apprendre. Je vais pas vous mentir, moi je savais pas où la trousse se trouve. J'ai dû appeler au téléphone pour qu'on me dise que dans la voiture où tu es là, il y a la trousse dedans. Je savais qu'il y a la trousse, mais je savais pas où. Même pareil pour la roue de secours, parce que la roue s'est totalement endommagée. La route a explosé. Donc elle était irrécupérable en lamelles. Et je ne savais même pas où se trouvait ma roue de secours avec un véhicule avec lequel je roulais. Et c'est généralement le cas des femmes. Nous roulons seulement avec les voitures, mais on ne connaît même pas où les objets de premier secours se trouvent, où la roue de secours se trouve. J'ai dû appeler et on m'a indiqué où était la roue de secours et tout. J'ai sorti la roue de secours, j'ai placé le triangle, j'ai placé... Heureusement, parce que si la police arrivait sur les lieux et que je n'avais pas tout ça dans la voiture, c'est une grosse contravention aussi. Donc, j'ai tout sécurisé et la police elle-même a appelé la remorque pour qu'on vienne me remorquer. C'est un peu ça l'avantage de l'Europe, parce que il y a quand même la police qui sillonne en route, il y a les pompiers dans chaque localité qu'on peut appeler et ils vont arriver le plus vite possible. On pourra te sauver la vie. Ce sont ça un peu les avantages. Mais en termes d'accidents, il y a les accidents en Europe tous les jours. Il n'y a pas un jour que j'ai voyagé, que ce soit en transport public ou dans mon véhicule personnel, où je n'ai pas trouvé d'accident en route. Les trams cognent, les voitures se cognent entre elles. À plus forte raison, en Afrique, qu'il n'y a pas toute cette sécurité-là. Donc, ce qu'on peut faire, c'est soi-même d'abord respecter les vitesses. Si je respecte la vitesse, tu respectes la vitesse, il respecte la vitesse. Nous respectons tous la vitesse. Vous respectez la vitesse, il respecte la vitesse. Vous voyez que en fin de compte, tout le monde serait sauvé. Tout le monde respecte les vitesses. Tout le monde évite de boire. Parce que moi, je vois souvent des chauffeurs de camions qui disent que c'est quand ils maîtrisent le volant quand ils ont bu. Que quand ils n'ont pas bu là, ils ne maîtrisent pas bien le volant. Vous voyez un peu des trucs. Pourtant, quand tu es en état d'ivresse, tu peux perdre le contrôle. Même au niveau des pédales, tu peux faire des erreurs. Donc, c'est là que ça commence. Ça commence là. Ayons des permis de conduire. Allons à l'auto-école. Évitons d'acheter les permis de conduire au quartier parce que j'en connais. On achète. Évitons d'acheter les permis de conduire. Et la théorie n'est pas la pratique. La théorie ne s'apprend pas. La théorie s'apprend à l'auto-école. La pratique ne s'apprend pas à l'auto-école. Ce n'est pas que dès que tu prends la voiture directement, tu es déjà sur l'axe lourd pour montrer à tes amis que tu peux conduire et tout. Rôde d'abord au quartier, tous nos quartiers. Prends un peu d'expérience, même pendant un mois, avant de te lancer à l'autoroute. Parce que la conduite s'apprend sur la route. La conduite s'apprend sur la route. Et quand tu viens d'avoir le permis, rien que la panique peut te faire un accident. Rien que la panique peut te faire te faire écraser. Donc, c'est un peu ça. J'attirais vraiment l'attention des Africains sur les premiers gestes. Il ne s'agit pas seulement des accidents, mais aussi, même en cas de maladie, même en cas de malaise. Il y a des malaises où les gens meurent devant nous. On est incapable. Le malaise cardiaque, les arrêts cardiaques, les AVC, tout ça là nécessite des connaissances. On doit apprendre à sauver les personnes. Parfois, on est dans une fête, quelqu'un s'écroule là sous nos yeux, tout le monde regarde comme ça. Personne n'a même le courage d'aller le toucher. Personne ne sait ce qu'il faut faire. C'est ça. On doit apprendre de nos erreurs. On doit apprendre de ce qui se passe. Le problème n'est pas d'avoir de plus grosses routes. Le problème, c'est d'abord d'être conscient, d'être responsable. Lorsque tu as bu, garde ton véhicule, va en taxi. Mais
Personne ne respecte ça. Même en Europe, les Africains ne respectent pas ça. Ils s'en foutent. Ils s'en foutent. Ce n'est que lorsqu'on les frappe. Lorsque la loi les frappe, c'est là où ils deviennent conscients. Tant qu'on n'a pas, tu n'as pas eu de problème par rapport au permis de conduire. Parce que lorsque tu as un permis de conduire, ça t'aide, tu vas travailler avec et tout. Lorsqu'on t'enlève ton permis de conduire, c'est là où tu comprends la nécessité de respecter certaines choses. De respecter le code de la route. Et quand on va te donner les contraventions, lorsque tu les auras payées, la prochaine fois, tu seras plus prudent. Je dis, les Allemands sont... Parce que si sont très très stricts avec le code de la route. Ça ne blague pas, ils ne blaguent pas. Et aussi lorsqu'on parle des routes, j'ai vu les gens une dame qui dit qu'elle vit depuis 23 ans en France, nanani, nanana. Si on parle de la France, les routes de la France sont un peu comme celles du Cameroun, hein, pour dire vrai. Parce qu'un pays comme la France, comparé à l'Allemagne, on pourrait dire que la France n'a pas de route, parce que les routes en France sont très très étroites et les gens conduisent mal en France. Moi perso, je n'aime pas conduire en France. Chacun connaît ses limites, chacun connaît ses capacités. Donc quand moi je suis en France, si quelqu'un peut me conduire, ce serait l'idéal. J'évite vraiment. Parce que en France, ça choque. En France, c'est comme au pays. En France, ça choque. Si tu n'as pas les tripes, si tu n'es pas capable. Déjà qu'en France, quand tu me roules en France, presque toutes les voitures sont grattées. Presque toutes les voitures sont... comment on dit que ça? Oh, la carrosserie endommagée. Et les routes en France sont franchement étroites. Franchement étroites par rapport à l'Allemagne. Donc si on regarde ça, c'est que même en France, il y aurait des morts tous les jours. Mais le fait que le gouvernement mette des sanctions sur pied, c'est ça qui fait en sorte que, pas que les accidents soient moindres, mais oui, les accidents sont quand même moindres parce que lorsqu'on te colle une contravention de 1000 €, ce n'est pas petit, c'est pas peu. La prochaine fois, tu vas faire plus attention. La prochaine fois, tu feras plus attention. Mais il y a les accidents, qu'on ne vous mente pas. Malheureusement, il y a beaucoup d'accidents. Pas seulement en Afrique, partout, même en Europe, il y a beaucoup d'accidents. Juste que, puisqu'on se réfère toujours à l'Europe, parce que lorsqu'il y a un problème, on se dit toujours que en Europe c'est comme ça, en Europe c'est bien, en Europe c'est mieux. Mais on ne fait pas comme en Europe. On choisit de mentionner l'Europe ou de copier l'Europe lorsque ça nous plaît, lorsque ça nous arrange. Lorsque ça nous arrange plus, on ne mentionne plus l'Europe. Je vais vous prendre un exemple, par exemple, du décor. Est-ce que pour annoncer un décès, vous avez vraiment besoin de balader la dépouille d'une personne sur les réseaux sociaux? Est-ce que vous avez vu ça chez les Blancs? Vous copiez quoi chez les Blancs? Vous copiez seulement ce qui vous arrange, marcher les seins dehors, les fesses dehors et tout? Non, il faut copier tout, il faut copier les bonnes manières. Par exemple, chez les Blancs, vous avez l'impression qu'il n'y a pas de décès en Europe. Même les jeunes meurent en Europe. Même les jeunes meurent en Europe, même de négligence médicale. Mais on n'expose pas sur les réseaux sociaux. Ils protègent leur réputation, leur renommée en termes de médecine. Hein? Vous n'êtes pas au courant, mais il y en a. Les jeunes meurent en Europe aussi tous les jours. Les accidents se produisent en Europe tous les jours. Mais juste parce que les victimes sont très vite prises en charge, on a la possibilité de sauver plus de personnes. On a la possibilité de rapidement sauver avant que le cœur ne s'arrête de battre. Mais il y a les accidents. Mais pourquoi lorsque chez nous, quelqu'un meurt, vous baladez sa dépouille sur les réseaux sociaux? Est-ce que vous avez besoin de prouver si quelqu'un est décédé? Hein? Lorsque Madame Cooper est décédée dernièrement, tout le monde avait du mal à croire. Tout le monde cherchait la bonne information. Mais au fil du temps, le temps permet de savoir si elle est décédée ou pas. Parce que si elle n'est pas décédée, elle sera là. Mais si elle est décédée, oh, forcément, on ne va plus la voir. Elle sera plus présente. On n'a pas besoin de balader les corps des gens en agonie sur les réseaux sociaux. Arrêtez ça.
Arrêtez ça, bon sang, il y en a marre, il y en a marre. Arrêtez ça. Trichez un peu les blancs sur ce plan-là. Vous déshonorez les gens. Vous étiez avec quelqu'un aujourd'hui, on le respectait. Maintenant, vous prenez son ventre nu, vous l'exposez sur les réseaux sociaux, vous l'affichez. Respectez un peu la dépouille des gens, respectez les gens. Respectez les gens, il y en a marre. Arrêtez ça. Arrêtez ça, arrêtez de déshonorer les gens. La personne n'a jamais demandé à être affichée sur les réseaux sociaux. Il y a même des personnes qui ne sont pas sur les réseaux sociaux, mais elles décident, vous les balancer sur les réseaux sociaux. Mais qu'est-ce qui n'a pas marché là? Arrêtez. Copiez un peu les blancs sur ce plan-là. Vous croyez que les blancs n'affichent pas parce que les gens ne meurent pas en Europe? Les gens meurent. Mais on respecte les dépouilles des gens. C'est quoi toujours balancer le corps des gens sur les réseaux sociaux, torse nu, en caleçon, en agonisant? C'est quoi? Vous exagérez. En tout cas, je tenais à faire cette vidéo pour essayer d'attirer l'attention de mes frères africains, mes frères camerounais en général. Pas seulement en Afrique, même en Europe. Parce que même en Europe, on néglige beaucoup de choses. On néglige beaucoup de choses. Beaucoup d'Européens qui vivent en Europe, quand ils sont en Europe, ils mettent la ceinture de sécurité. Dès qu'ils traversent, ils arrivent en Afrique. Au lieu de montrer le bon exemple, ils disent je suis chez moi, je ne mets plus la ceinture de sécurité. Après, on est victime d'accidents. Alors que, et pourtant, déjà à 30 km/h, si vous n'avez pas de ceinture de sécurité, vous pouvez déjà être éjecté. La ceinture de sécurité est très importante. J'imagine lorsque j'ai eu mon accident, si je n'avais pas la ceinture de sécurité, ce qui me serait arrivé. Je n'imagine pas. Parce que lorsque vous n'avez pas de ceinture de sécurité, la personne peut s'éjecter de l'arrière vers l'avant. Donc vous quittez de l'arrière, surtout si vous avez un enfant, vous quittez de l'arrière et vous allez cogner sur la vitre avant de la voiture. Et là, vous n'avez aucune chance de survie. Vous n'avez aucune chance de survie. Donc, adoptons les gestes responsables. Vous pouvez organiser, je vois souvent des personnes faire ceci, lorsqu'on sort, soit on sort avec une fille qui ne boit pas. Moi, je ne bois pas par exemple, je ne bois pas, je ne fume pas. Donc, je peux conduire les autres sans problème. Donc, quand les gens sortent avec moi, je leur dis, vous buvez, moi je vais vous ramener à la maison sans stress. Donc, vous pouvez toujours choisir, même si vous n'avez pas une fille qui ne boit pas, vous pouvez vous organiser. Cette fois, vous rentrez avec la voiture, vous partez avec la voiture de telle personne et la personne là s'abstient de boire. Ça s'appelle le sacrifice. Ça s'appelle le sacrifice, ça s'appelle être responsable. Une personne ne boit pas et ramène les autres à la maison. Vous rôtez, la prochaine fois que vous sortez, c'est l'autre aussi qui se sacrifie pour nous. Nous, on peut boire, lui, il ne boit pas et il nous ramène à la maison. C'est comme ça. Vous devez vous arranger et tout pour sauver votre vie. Donc, malheureusement, Cabrel est parti. Et moi, ça me désole vraiment que les gens commencent à s'accuser, accuser la sorcellerie, accuser la jalousie, accuser l'envie, la convoitise, accuser les routes et tout. Mais je suis vraiment désolée. J'aurais voulu, parce que c'est facile de faire son deuil lorsqu'on connaît les circonstances. Lorsqu'on peut se faire une raison, c'est facile de faire son deuil. Lorsqu'on te dit, voilà, il a été malade, voilà. J'aurais aimé que les gens demandent comment ça s'est passé l'accident. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il se retrouve dans cette brousse? A-t-il cogné quelqu'un? J'ai vu un camion là. Est-ce qu'il a percuté le camion? Ou alors, est-ce que le camion l'a percuté? Est-ce qu'il a fait un tonneau? Est-ce qu'il est parti de sa voie? Et ce sont des détails qui sont peut-être important pour aider les autres à être un peu plus conscients la prochaine fois. Donc vraiment, paix à l'âme de Gabriel Nandji, ça nous fait tous mal, même si tu ne suivais pas ses vidéos, même si tu ne faisais pas le buzz, même si peu importe, quand un jeune meurt, ça fait mal à tous les autres, ça fait mal aux parents, ça fait mal à nous les jeunes de voir un semblable qui part comme ça et c'est triste.
ça fait tout, ça fait mal. Beaucoup de gens pleurent, même s'ils ne le connaissaient pas, parce que ça fait mal, c'est triste, c'est une tragédie. Donc, voilà. Lui, c'est une personnalité publique et on est au courant des accidents pareils. Il y en a tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et comme je dis, je ne sais pas, en économie, moi j'ai appris la main invisible de Adam Smith. La main invisible de Adam Smith stipule que lorsque les êtres humains, en cherchant leurs intérêts égoïstes, concourent à faire le bien pour d'autres personnes, concourent à faire le bien pour la nation entière. Ça veut dire que si on agit, si par égoïsme on veut protéger sa vie, on veut faire des actions responsables pour sauver sa vie, on protège aussi la vie des autres et par conséquent toute la nation serait protégée. Imaginez-vous si tu balais ta maison, vous balayez votre maison, votre voisin balaie sa maison, ainsi de suite, chacun balaie devant chez lui, n'est-ce pas? Toute la ville se verrait propre, toute la ville se verrait balayée, toute la ville se verrait propre, alors qu'au départ, chacun menait une action égoïste, une action qui le concernait personnellement. Il voulait qu'il y ait de la propreté devant sa cour. Et par conséquent, à la fin, finalement, tout le monde en profite. Donc, essayons d'être responsables, chacun à son niveau. Quand les choses arrivent, les situations, les tragédies arrivent, arrêtons de dire tel, c'est tel, c'est tel. Non, nous sommes tous responsables. Chacun doit adopter des gestes responsables. Chacun doit faire ce qu'il doit faire. Et par conséquent, à la fin, nous en profiterons tous. Tout le monde va profiter, tout le monde va bénéficier de cette attitude responsable-là. Donc voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous. Partagez la vidéo et ça fait mal. Ça fait vraiment très mal. Donc voilà, je vous souhaite une bonne journée. Portez-vous bien. Bisous, bye.